Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous ne retrouverez nulle part ailleurs sur la planète YouTube, des analystes préférés que vous écoutez au quotidien. Mais juste avant, on parlera bien évidemment de l'élection américaine, c'est une fois tous les 4 ans, et je vais vous donner tout simplement mon point de vue vis-à-vis de l'impact du price action sur Bitcoin et les crypto-monnaies si l'un ou l'autre était élu. Et croyez-le ou non, ce sera positif, mais peut-être pour l'un, plus positif que l'autre. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des Rois du marché et une annonce. Et je salue tous les membres de l'initiative des Rois pour la première masterclass qui aura lieu jeudi 7 novembre 2024 à midi. Ce sera en ligne, je vous enverrai un lien directement par mail. J'ai déjà commencé à envoyer des premiers mails pour vous prévenir. Ce sera donc le jeudi 7 novembre à midi et on passera un super moment ensemble pendant 1h30 de cette masterclass. Oui, cette masterclass sera directement enregistrée et disponible le jour même dans votre espace Initiative des Rois. On va parler Bitcoin. Bon, on est en train de travailler quoi? Une trendline. Bon, c'est bien, on aime bien les tracer ces trendlines, on aimerait bien s'en échapper. Si vous voulez un signal, c'est pas compliqué, on l'avait noté notamment en mensuel. Si on vient clôturer ici au-dessus de 74 000 $, c'est boule en mensuel. Si on vient clôturer en dessous des 59 000 $, c'est bear. Et on joue quoi? Des réintégrations. Alors on va se mettre en mensuel. Et oh, c'est incroyable, on n'a jamais clôturé en dessous, notamment ici sur Bitfinex, donc ça n'a jamais été vert, c'est toujours boule ici, et on attendra d'avoir un signal en attente de cette consolidation pour voir une expansion. C'est exactement la même chose sur tous les autres graphiques que vous pouvez utiliser. Moi, je vais mettre toutes les crypto-monnaies dans le même panier, Bitcoin compris. On va aller sur le Total Market. Si vous voulez avoir le signal, attendez de breaker ici cette trendline baissière, tout simplement, par rapport à ce canal descendant. Ce drapeau, si vous voulez, je vais tout accepter au niveau des cookies, il n'y a aucun problème avec ça. Total Market 2, même combat, on se fait rejeter par rapport ici à la petite neutralité. On tend à faire effectivement ici une forme de support avec une double confluence. Ici, trendline baissière, trendline haussière. Positionnons-nous, c'est toujours intéressant. Alors oui, on vient racler quelques stops. C'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Surtout sur les marchés financiers, mettre des leviers, c'est pas évident. Et encore moins sur les cryptoactifs, donc traders. Vous savez comment travailler, c'est ne dormez pas sur vos positions à levier, faites très attention à ça. Déjà, il y a suffisamment de volatilité sur nos cryptoactifs préférés. On attendra tout simplement le breakout de cette trendline pour voir une envolée de nos cours préférés. Total Market 3, c'est le même combat. Vous l'avez ici. Si on vient chercher, juste là, on l'avait noté aux alentours des 500 trillions de dollars. Bon, il semblerait qu'on n'arrive pas à les atteindre, entre les 5 et les 618 de tout le précédent mouvement, qui nous donnerait ici une 2. Donc vous voyez qu'on y vient si vous êtes un petit peu idiotiste. Donc 1, 2, 3, 4, éventuellement 5, ou 1, 2, 3, 4, et éventuellement par expansion, avec un arrachement haussier, il faudra tout simplement travailler cette trendline ici, baissière aux alentours des 700 trillions. Sur un Other, on en avait beaucoup parlé, on l'a fait ce breakout par rapport à ce petit canal. Alors moi je vais le garder comme ça, je trouve plutôt propre, mais le gros signal il se trouve plus haut, il se trouve ici très exactement aux alentours des 330 trillions de dollars par rapport à notre Other. Other c'est quoi? C'est l'intégralité des cryptoactifs hors top 10 qui représente très peu, un peu moins de 10%, jusqu'à preuve du contraire de la capitalisation totale de ces crypto-monnaies. Donc on essaye d'anticiper des choses qu'on ne voit pas. Donc faites attention par rapport à ça, puisqu'on peut encore aller racler des stops beaucoup plus bas. Maintenant, on est galvanisé par rapport à l'élection américaine. Je vais vous faire juste une perception, mon ressenti. Et en fait, je ne vais pas prendre trop de risques parce que c'est systématiquement comme ça que ça se passe sur les précédents cycles. Bon, que ce soit sur les cryptoactifs, même si on n'a pas tant que ça, ou sur les marchés plutôt traditionnels. Ce sont des bonnes années pour les marchés financiers. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Hors crise, subprime ou tout ce que vous voulez, mais on était parti dans les stratosphères avec des indicateurs techniques qui étaient complètement délirants. Si vous prenez les primes de risque par rapport au crédit default swap, en fait on est 2 fois moins élevé ici sur les marchés immobiliers obligataires que ce que nous étions en 2008. Donc 2 fois moins de risque, j'ai presque envie de dire, on pourrait presque en parler comme ça. Donc effectivement, si on reprend dans la nuit des temps, c'était pas si évident que ça, mais l'année, et très précisément l'année des élections américaines, ce sont des bonnes années. Je vais vous donner en fait un constat très simple. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est 36 000 milliards de dollars de dette. C'est un déficit chronique public de 6,4%. C'est assez drôle de le dire comme ça, mais on l'avait dit en fait il y a 3 ans de cela. Ça donne à peu près 1800 milliards de dollars de déficit chronique, de besoin en fonds de roulement si vous voulez par rapport aux États-Unis d'Amérique. Et vous savez quoi? Trump
Dans son mandat, pendant 4 ans, il promet une injection monétaire de 8 000 milliards de dollars. Ok, 8 000 milliards de dollars. En plus du déficit chronique. Si vous prenez Harris, elle est 2 fois moins. 4 000 milliards de dollars. D'aide aux entreprises, d'aide à l'emploi, d'aide à l'innovation, d'aide à tout ce que vous voulez, d'être à l'hégémonie. En fait, c'est une aide à l'hégémonie américaine pour rester numéro 1 sur la planète Terre. Ok, donc en fait, on va le résumer comme suit. Il y aura beaucoup de pognon qui va être injecté et généralement, ils ne l'injectent pas la dernière année. Généralement, la plupart du pognon, ils l'injectent la première année. Et c'est pour ça que vous avez en fait une réciprocité par rapport au marché financier, notamment US, par rapport à une envolée des cours, marchés indiciels et marchés financiers. Ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois que Harris ouvre la bouche, en fait, Donald Trump promet soit 2 fois plus, soit 2 fois mieux. Donc on va le faire comme ça, de façon bête et disciplinée. Si Harris est élu, je donne une target de prix par rapport à Bitcoin, et on pourrait éventuellement essayer de le valider. 130 000 $ si Harris est élu. Si Trump est élu, on va partir à peu près sur 2 fois plus, et moi j'avais une target, c'est 230 000 $. Voilà, ça c'est Trump. Trump, 230 000 $, Harris, 130 000 $ pour Bitcoin, point barre. Dans tous les cas, c'est ultra positif. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de savoir si c'est les démocrates ou les républicains qui vont être élus. Qu'est-ce qu'on s'en fiche complètement, en fait, de qui va être président? C'est de savoir comment ça va impacter nos petites crypto-pépites préférées et potentiellement les marchés indiciels et les marchés financiers. Bon, vous avez la réponse. Trump, il fera 2 fois plus, il injectera 2 fois plus de pognon. Et vous savez quoi? Pendant toute la période électorale américaine sur les 12 derniers mois, à aucun moment, et je dis bien à aucun moment, ils ont parlé du déficit et de la dette américaine. Jamais. Alors, je peux vous le dire comme suit, la dette américaine, c'est pas leur problème, c'est le problème du reste du monde. Le fameux adage. Notre monnaie, votre problème. Grosso modo, c'est un petit peu près ça, le truc. C'est assez drôle de prendre en fait en disgrâce par rapport à ce qui se passe actuellement en France et peut-être plus généralement en Europe. La France a un tout petit peu plus de 6% de déficit, ici actuellement, par rapport à notre PIB, pour l'année 2024. C'est une catastrophe absolue. En tout cas, c'est clairement comme ça qu'on essaye de nous l'expliquer. On a créé, en termes de dette, depuis l'entrée de Emmanuel Macron, 1000 milliards de dollars de dette. En 8 ans, 6 ans. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 7 ans. En 7 ans, 1000 milliards. Bon, grosso modo, c'est ce que les Américains font à peu près en 8 mois. Et ils vont 10 fois plus vite que nous. Donc, est-ce que c'est une catastrophe au niveau de la dette de la France? En fait, la réalité, oui, c'est tout simplement comme on met le curseur, puisque le déficit chronique de la France, c'est directement lié à un déficit structurel, pour en parler comme ça, aide aux entreprises, sécurité sociale, retraite. Si vous regardez du côté du déficit chronique des États-Unis, une très grande partie de cet argent, en fait, est directement axée à l'innovation et à la croissance future. Donc, en France, si vous voulez, en Europe, avec une croissance faible, notre déficit n'est pas directement lié à la croissance. Aux États-Unis, on le voit très bien par rapport à notre combo gagnant. Donc, c'est inflation, croissance, PIB et emploi. On voit en fait que la croissance est plutôt bien soutenue aux États-Unis. On est à 2,8, dernière nouvelle. C'est pas clairement ça qu'on est en Europe actuellement, vous le comprenez bien comme ça. Bon, maintenant qu'on a ça, il faut bien comprendre qu'au niveau des marchés financiers en général, et par ruissellement les cryptoactifs, 50% des flux passent par les États-Unis. Donc on préfère que ce soit Trump, je vous le dis en toute franchise, même si ça va plutôt être pas forcément une bonne chose pour l'Europe, puisqu'il l'a déjà dit, s'il était élu, il augmenterait les droits de douane vis-à-vis de l'Europe et de la Chine, en direction des États-Unis. Protectionniste à outrance, bien évidemment. Mais pour Bitcoin, c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon. Comme ça permet d'être tous sur le même pied d'égalité. Et en fait, pile, on gagne, face, on gagne 2 fois plus. C'est comme ça, je pense qu'il faut le prendre. Et c'est toujours une très bonne, une très bonne trend sur l'année électorale. Et la raison pour laquelle, c'est que les promesses, ils vont les faire le plus rapidement possible, évidemment, pour être haut dans les sondages. Voilà. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais regarder quelques petits indicateurs, moi, par rapport à mes trends et par rapport au flux de capitaux. Bon, on est en train de rejeter sur cette trendline. C'est plutôt boule, en fait. Si on voit en fait une dégradation ici au niveau de la capitalisation totale des stablecoins, c'est boule pour nous. Je reviens sur mes petits graphiques. On est au-dessus de toutes les trendlines.
sur Bitcoin, on est en train et on essaye d'accélérer, les vendeurs sont sous l'eau, les acheteurs sont en totale maîtrise actuellement, et pire encore, enfin, si je suis bear ici, franchement, je vous le dis, j'aurais la trouille en fait d'être bear. Ici, vous effacez tout, vous mettez 3 moyennes mobiles, trimestrielles 20 périodes, 50 périodes en mensuel, 20 périodes en mensuel, mais c'est une fusée là, et on est en train de partir en forme de fusée. Ça, ce sont nos moyennes mobiles par rapport à l'histoire de la courbe en mensuel sur des grosses time frames. On est sur du multi-time frame ici. On est en train de se faire pousser dans les cordes. Enfin, les bears, ils sont en train de se faire démonter, là, en fait. On le voit très bien. Il n'y a aucune surprise par rapport à ça. Si je vais sur Other, moi j'aime mieux utiliser Other. Bon, courbe ascendante. Elles sont bien ascendantes, elles ne sont pas descendantes, les cours, on n'est pas en bear market là. Total Market 3, même chose. Total Market, même chose. Total Market 2, même chose. On est en train de pousser, de tenter de pousser les vendeurs dans leur retranchement. Alors oui, c'est pas évident, parce qu'on a l'impression qu'il y a un désintérêt le plus total. Donc nous, ce qu'on va essayer de pister, pour essayer de tenter de se rassurer par rapport à nos petites crypto-monnaies préférées, et j'ai presque envie de dire, notre layer 1 préféré. Je vais vous apprendre quelque chose de fondamental. Et il faut qu'on se le répète régulièrement. Le prix, c'est ce que l'on échange. C'est ce qu'on donne, la transaction. La valeur, c'est ce qu'on obtient. C'est ce qu'on reçoit. Dès lors, si on doit regarder, et je milite en ce sens-là, par rapport à des blockchains d'infrastructure, layer 1, on pourrait parler des layer 2, layer 3 et tout ce que vous voulez qui gravitent autour de ces blockchains d'infrastructure, mais on construit aujourd'hui les infrastructures d'une technologie et d'une rupture technologique de demain. Autant la prendre en considération. Je vais vous donner un site et vous allez devoir bosser avec moi là-dessus. On a tendance à regarder uniquement l'action de prix pour se positionner sur une crypto. C'est une erreur absolue, puisqu'on va essayer de tenter d'acheter le moins cher possible en obtenant la valeur la plus élevée possible. Alors les moyennes mobiles nous aident pour voir si on est dans le bon trend, si on est dans la bonne direction. Je vous le dis franchement, il semblerait qu'on soit dans la bonne direction, juste en regardant les moyennes mobiles sur des cryptos totales. Alors si vous avez une crypto qui est en train de mourir et casser les précédents lots et que vous voulez holder dans la perte avec des moyennes mobiles descendantes et un OBV descendant, je le conçois. C'est peut-être pas la meilleure idée, il va falloir l'arbitrer à un moment donné. Donc donnez-vous des invalidations temporelles, moi je me la suis donnée, c'est janvier, fin janvier, début février, au plus tard, et je dis bien au plus tard, après ça dégage. Toutes celles qui n'ont pas donné des signes de force extrêmement, ça s'en va, je les enlève tout simplement. Maintenant, on a tendance à avoir des grosses pondérations dans des grosses capitalisations en espérant faire des gros coefficients multiplicateurs. Vous comprenez bien que ça ne va pas ensemble. Il faut aller chercher des cryptos exotiques que vous êtes peu en fait à avoir déjà découvert, avec un très puissant fondamental que vous devez aller chercher. Et ce fondamental-là, vous avez des possibilités d'aller regarder du côté de l'analyse on-chain pour savoir s'il y a une forme d'intérêt. Je ne vais pas rentrer dans les petites crypto-pépites parce que c'est extrêmement difficile d'aller chercher en fait ces informations-là. Dès lors, je vais le garder comme suit. Si vous décidez d'acheter des petites cryptos très faiblement capitalisées, alors vous allez regarder 3 choses. Qui sont les fondateurs? Qui sont les investisseurs? Est-ce que c'est sur des gros échangeurs? Qui sont les utilisateurs? Vous. Est-ce que vous êtes oui ou non utilisateur de votre projet crypto pépite? Ça suffit en fait pour déjà essayer d'éliminer 95% des cryptos pourris. Maintenant, si vous décidez d'avoir des objectifs moins ambitieux, mais plutôt sur du long terme, avec une vision à 180 degrés, notamment sur des blockchains d'infrastructure, je vous invite à aller regarder du côté de Artemis. Artemis, c'est un super site. Ça permet de regarder 3 choses, les 3 choses que je regarde systématiquement. On avait fait ce travail-là et les académiciens, en tout cas on l'avait introduit. 1. Les users. 2. Les développeurs. 3. Les fees, les frais. En somme, je le résume comme suit. Si vous êtes utilisateur, vous le corrélez directement à l'adoption. Si vous regardez ce que font les développeurs, s'il y a un accroissement des développeurs, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes directement lié vis-à-vis de votre technologie blockchain à l'évolution, à son évolution. Si vous regardez les fees, les frais qui sont générés à travers cette blockchain, vous regardez tout simplement la viabilité du business model. Est-ce que cette blockchain est rentable? Est-ce que la croissance de la blockchain en termes de rentabilité continue à augmenter? Alors, ce n'est pas en poussant la scalabilité, moins de frais et plus de transactions que ça va marcher. Encore que, il semblerait qu'il y a quand même des outils assez efficaces pour pouvoir les mettre en place, notamment du côté de Coinbase, avec Base. J'en parle et je vous en reparle, je pense que c'est important. Base, c'est un layer 2 qui est construit sur la blockchain Ethereum, qui est construit par le fondateur, par l'entreprise Coinbase aux États-Unis. Et en fait, ils sont en train de mettre en place une des blockchains les plus croissantes au niveau des layers 2 ici.
Mais il n'y a pas de token. En fait, ça ne sert à rien d'avoir un token. Je vous le dis en toute franchise. Par contre, il y a des tokens de projets qui sont construits directement sur Base. Mais je n'irai pas investir, moi, personnellement, dans ces petits projets proxy satellites de la blockchain. Base Layer 2, qui est construit sur la blockchain Ethereum. Mais j'irai directement investir dans Coinbase. C'est ça, en fait, l'idée. On essaye de pousser. Alors, un échangeur, c'est un échangeur centralisé. Ils surfent sur une mouvance qui est la décentralisation et la technologie blockchain. Et ils construisent leur propre technologie dite décentralisée en vue d'en récupérer des rendements extrêmement importants. Et actuellement, il semblerait que Base soit très peu coûtant. C'est très faible en termes de fees, mais ils vont pouvoir trouver des mécanismes pour regarder si oui ou non à travers un business model et la viabilité d'un business model, ça pourrait être intéressant. Dès lors, je milite là-dessus. Troisième chose, c'est que si vous cherchez un business model viable, il est très probable que ce soit Coinbase qui le trouve en premier, ou Binance, ou Crypto.com, des gros échangeurs centralisés. Parce que s'il y a une adoption massive sur ces ruptures technologiques, ces échangeurs centralisés ne sont que de passage. Ils sont là pour profiter d'un instant T vis-à-vis d'un manque d'information par rapport à ces technologies-là. Je pense que la plupart des échangeurs centralisés vont tout simplement disparaître. Et c'est d'ores et maintenant, d'ores et déjà, et maintenant qu'on en parle, puisqu'ils sont d'ores et déjà en train de créer des wallets on-chain, des wallets décentralisés, quel que soit l'échangeur que vous utilisez. Et ils sont en train d'essayer de trouver, parce qu'ils ont des actionnaires derrière à rémunérer, par rapport aux risques qu'ils ont pris, des business models via leur propre technologie. Notamment ici, Base de Coinbase. Donc si vous voulez voir si oui ou non il y a un business model qui pourrait se découler vis-à-vis d'une situation sur ces ruptures technologiques, regardez Coinbase. Et si vous pensez que c'est un bon candidat, n'investissez pas dans les proxys et dans les projets satellites de Base. S'il vous plaît, investissez directement dans Coinbase. Ce sera très probablement les grands gagnants de la fête, Coinbase. Non pas pour investir sur Bitcoin comme le fait MicroStrategy, mais d'investir dans l'écosystème tout entier. Comprenez-le comme ça. C'est acté exactement la même approche qu'on avait eue avec Swissborg lors de la série A. Investir dans Swissborg en série A, c'était pas investir dans Bitcoin avec une martingale, c'était pas investir dans le Borg ou dans les projets que Swissborg avait représentés, ou encore dans l'idée des alpha deals par rapport à une idée de VC pour à partir de $50 investir dans des projets early. Non, c'est que vous misez sur un potentiel business model qu'ils vont découvrir. Et croyez-le ou non, ils seront très agiles si jamais ils le découvrent, notamment Coinbase, Binance ou Bybit ou BitGet, peu importe, pour avoir en fait un maximum de retour sur investissement vis-à-vis directement de la société centralisée qui va surfer sur du décentralisé. Voilà. Maintenant qu'on a ça, je pense que j'ai fait un vrai tour d'horizon par rapport à la viabilité et le potentiel rentabilité des projets qui sont aujourd'hui en train d'être travaillés en vue d'un business model à découvrir dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir si mon layer 1, Eddy, mon layer 1 préféré, c'est un bon candidat. Ça, probablement, vous le voyez rarement sur les chaînes YouTube, et c'est pas grave, parce que c'est très complexe. Je vais tout simplement vous donner quelques exemples. On va prendre Bitcoin, et on va regarder, en fait, tout simplement, est-ce qu'il y a des développeurs ? Est-ce qu'il y a des utilisateurs ? Est-ce qu'il y a des nouvelles adresses, des adresses actives qui continuent à croître ? Alors si vous regardez depuis 2012, 2015, 2018, 2020, 2021 avec des magnifiques pics lors du bull run, et on se retrouve ici avec un désintérêt puisqu'il y a quand même peu d'adresses qui sont créées. Dès lors, on peut partir qu'on sait presque sur un mi-cycle ici, quasiment dans des situations de bear market. Je vous le dis franchement en termes de création d'adresses, on est en bear market en fait sur Bitcoin par rapport à la création et notamment des adresses actives actuellement. Alors oui, on a bien été aidé, notamment vis-à-vis des transactions fees par rapport à l'émergence des BRC20, c'est vrai. Et partez du principe que ça peut nous lancer une idée de rentabilité supplémentaire par rapport aux mineurs de Bitcoin qui sont éclatés partout sur la planète. Donc, est-ce qu'il y a une croissance ? Est-ce qu'on est en train d'exploser ? Non, en fait, on n'est pas du tout en train d'exploser. Et on peut regarder ici au niveau de l'usage data. Donc ça, c'est plutôt ici les utilisateurs. Il faut aller les regarder tout simplement, ces utilisateurs. On va partir sur du all. On va essayer de partir le plus loin possible. Mon style Active Address. On est en bear market actuellement. Ici, Weekly Active Address. Oui, c'est exactement la même chose, soit dit en passant. Vous avez compris l'idée. Après, on peut aller chercher les développeurs. Est-ce qu'il y a de nouveaux développeurs ? Est-ce qu'au niveau de la blockchain Bitcoin, au niveau des développeurs actifs, il y en a plus ou il y en a moins ? On peut regarder ça. Ok, ça gronde, c'est fort, c'est puissant. On parle ici de... Oui, enfin, en même temps, dans Bitcoin Core, il y a très peu de développeurs. J'avais souvenir qu'il y en avait 350. Et il y a une dégradation, donc moins actif, parce que c'est des actifs par rapport à du weekly écosystème, on va regarder également. Et après, on va passer à Ethereum, vous allez voir, ça va être sympa. Ok, ça grossit quand même. Il y a une belle évolution.
une petite dégradation, mais c'est potentiellement des personnes qui vont partir sur d'autres projets. Des développeurs qui étaient sur Bitcoin Coin, qui sont partis peut-être sur Ethereum, qui sont partis peut-être sur Solana, et qui sont partis, pourquoi pas, chez Casper ou chez Akash. Why not? Je sais que vous parlez beaucoup d'Akash, notamment dans les commentaires. Maintenant qu'on a ça, on part du principe que, résolu, on va pas faire tout le check-up, ça va durer des heures, sinon je vous laisserai faire ce boulot-là, mais c'est gratuit, hein, vous vous inscrivez, vous mettez votre adresse mail, c'est complètement gratuit. On va passer sur Ethereum. All, daily transaction. Ok, croissant daily transaction. On est en train de se faire violenter sur Ethereum, les transactions sont croissantes. Nouvelles adresses ici, daily active adresse, c'est relativement stable, à peu près 400 000 adresses, relativement stable, mais on déplace bien la valeur d'un point A à un point B, ici 2020-2021, et ici 2023-2024. Moi, ce qui m'intéresse, TVL, vous avez compris, TVL, c'est les tokens qui sont bloqués en tant que validateur. Ce qui m'intéresse, c'est le pognon, moi, c'est les fees. Ok, est-ce que c'est rentable ce truc? Combien ça gagne par jour, Ethereum, en termes de fees? C'est énorme, en fait, c'est près d'1 million de dollars en moyenne par jour, en termes de fees. En fait, il y a beaucoup de pognon qui rentre directement sur cette blockchain. Donc dès lors, vous regardez par rapport à la capitalisation d'Ethereum, vis-à-vis des fees qui rentrent, et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer la viabilité et la rentabilité, entre guillemets, d'un projet de cette technologie-là. On n'a pas d'autres sources en fait de revenus. C'est assez difficile de les regarder. Donc dès lors qu'on a ça, on va regarder du côté de Solana. Solana, est-ce qu'il y a des nouvelles adresses? Adresses actives sur Solana. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Alors bien sûr, il y en aura un petit peu moins, mais regardez à quel point ça explose. Il y a la fête à la maison. On inscrit plusieurs dizaines, voire de millions de nouvelles adresses sur Solana. Donc ça a directement une corrélation par rapport à l'intérêt de la blockchain vis-à-vis de l'action de prix. TVL, vous l'avez compris, c'est par rapport au validateur. On peut partir du principe que ça doit être à peu près croissant. Voilà, bon, c'est croissant. On avait littéralement abandonné le projet. Finalement, il semblerait que ce soit le meilleur projet. Mais ne soyons pas déçus par rapport à une action qu'on avait eue à l'époque. Si on a capitulé là-dedans, en fait, c'est parce que la blockchain n'était plus du tout utilisée. Il n'y avait plus rien en TVL. On nous avait menti, on nous avait volé, littéralement, notamment vis-à-vis de FTX. Il n'y avait plus de développeurs là-dessus, il n'y avait plus d'adresse active. Alors d'un coup, c'est les minotaures qui se réveillent. Donc c'est formidable de l'observer. Donc il faut suivre ça. Maintenant, si vous voyez Solana en train d'exploser, mais vous avez toujours en fait une TVL complètement plate, vous avez des nouvelles adresses qui sont complètement plates. Alors, vous avez compris que c'est du scam en fait, c'est de l'arnaque, mais là c'est clairement pas de l'arnaque, on le voit au niveau des datas. Alors peut-être que les datas peuvent être trafiquées par rapport à du watch trading, par rapport à des transactions qui sont référencées vis-à-vis d'une transaction de staking qui n'a rien à faire là-dedans, mais bon, techniquement, au niveau des fees, ça explose littéralement. On a presque une rentabilité supérieure actuellement sur Solana que nous l'avons sur Ethereum. Donc quand j'entends des gens dire Solana va flipper Ethereum, mais bon sang, c'est possible en fait. Je vous le dis franchement. Vous avez du 3, 4, 5, 12 millions de dollars de fees de rentrée. Si vous regardez du côté de Ethereum, on est moins quoi. Ou à peu près équivalent. Et c'est ça en fait la thune pour les validateurs. C'est les fees. Croyez-le ou non, mais je me casse de Ethereum si jamais tout le monde se barre sur Solana. On va regarder d'ailleurs au niveau de la TVL. C'est décroissant, c'est croissant? Ouais, on retrouve pas la même chose que l'époque. Vous voyez, une forme de décroissance. Mais on se casse, quoi. On va sur Solana. La fête, elle est chez Solana, les gars. Cassez-vous d'Ethereum. Et puis il y en a, vous trouverez sur Internet des personnes, méfiez-vous d'Ethereum par rapport à la nouvelle mise à jour, par rapport à tout ça. Mais ils ont raison. C'est pas quand tout va bien qu'il faut investir all-in. Mais il faut comprendre qu'il semblerait que ce soit pas complètement déconnant de voir une forme de flippening, notamment vis-à-vis de l'intérêt croissant qu'il y a actuellement sur la blockchain Solana vis-à-vis de Ethereum. Et ça, ces données, tout le monde les a, c'est de l'on-chain en fait. Il y a très peu de chances que ce soit pipé, tout simplement. Donc, à choisir, est-ce qu'il y a un arbitrage à faire sur ces niveaux de valorisation? Ne regardez pas uniquement l'action de prix. C'est pas parce que actuellement Solana... Oui, regardez, Ethereum, il est ici, c'est incroyable. Premier arrêt, précédent mouvement, moyenne mobile, constellation, Hermès il a dit que c'était là qu'il fallait investir. Franchement, super play, regardez, hop, non, c'est pas forcément la bonne idée. Si vous regardez Solana, alors oui, on investit dans la peur, dans la capitulation au son des canons. Mais c'est quand même beaucoup plus propre d'avoir un truc comme ça, parce que j'ai l'impression que ça va péter comme un popcorn, et bon sang, il le prouve. Et si vous regardez la capitalisation d'Ethereum vis-à-vis de Solana, c'est quasiment divisé par 4 pour Solana. Ah oui, par rapport à des données et une croissance et des leviers de croissance potentiels en augmentation. Ethereum, ça descend. Donc, croyance, ils sont là pour rester, pour durer. Bien sûr qu'ils sont très probablement là pour durer, pour rester. Mais lui, il est en train d'exploser littéralement. Ok?
Donc c'est important quand on décide de faire des arbitrages et des choses comme ça. Pas forcément je vends tous mes Ethereum pour partir sur Solana, c'est une bêtise. Mais par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous percevez, par rapport à ce que vous voyez, ne serait-ce que techniquement parlant, essayez de regarder ce qui se passe un petit peu du côté des devs, du côté des utilisateurs, du côté des users. On peut le regarder d'ailleurs du côté des dev commits ici. On va regarder s'il y a des nouveaux utilisateurs. Voilà, Weekly Sub Ecosystem Active Developer. Est-ce qu'il y en a plus qui arrivent sur ce business? Ouais. Il y en avait énormément en 2021, mais il y en a quand même beaucoup plus à l'époque, enfin beaucoup plus maintenant qu'à l'époque. Est-ce qu'il y en a aussi là? Est-ce qu'on peut voir exactement les mêmes choses? Juste développeurs actifs. Bon, ça pivote. Mais ça pivote où alors? Où est-ce qu'ils vont ces développeurs? Bah, ils vont peut-être chez Cardano. Non, ils vont pas chez Cardano. Cardano, c'est compliqué, je vous le dis franchement en ce moment. On peut être maximaliste Cardano, c'est plat en fait. Au niveau des transactions, c'est plat. Vous imaginez, regardez. Transactions Cardano, on-chain, 40 000. Vous regardez Solana, transaction on-chain. Je vais y retourner, c'est assez fou. Regardez. Hop, 40 millions. 40 millions pour Solana. Il y en a un petit peu moins sur Cardano. Et Cardano, bon, il est sorti du top 10 des capitalisations. Mais est-ce que c'est le layer 1 le layer 1 qu'il faut choisir absolument? Après, ça active. C'est en train de crever. Il n'y a plus personne qui est sur ce truc. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir. Mais il va falloir réellement faire une recherche fondamentale forte pour voir les nouveautés qui vont arriver sur ce truc-là, pour savoir si oui ou non ça devrait pumper. Franchement, TVL, un petit peu en augmentation, c'est quand même pas mal, 215 millions. Ici, au niveau du pricing, on ne va pas le regarder. Et les fees. Ah, regardons les fees, ça nous intéresse. Bon, regardez, 3 à 4 millions pour Solana, 4000 balles. 3000 balles de fees par jour 5000 6000. Alors ouais, c'est génial de ne pas payer cher. Mais bon sang, il faut payer les validateurs. Il faut payer les gens et les développeurs qui sont derrière cette blockchain. Alors c'est bien de les payer avec une inflation vis-à-vis de ton token, mais c'est ça qui nous intéresse, c'est le business. C'est derrière combien ta blockchain rapporte en réalité. Donc à comparer ici à la Cardano vs Solana, vous avez compris, il n'y a pas photo. Il y a des nouveaux projets qui sont en train de paraître. On va finir dans 3 minutes, soyez bien accrochés, je sais que c'est pas évident, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est Aptos par exemple. Est-ce qu'il y a une forme d'augmentation, malgré le fait que ce soit tout nouveau, vous voyez, 2023, etc. D'un seul coup, un testnet, et d'un coup, en fait, ça part. Là-dedans, c'est un petit peu de l'essai, et puis là, vous avez vraiment les trucs qui partent. Daily Active Address. Mais on parle de plusieurs millions d'adresses qui se connectent, qui sont connectées, qui travaillent sur une blockchain naissante, sur une nouvelle blockchain. Alors, ils ont levé 350 millions de dollars, donc ça aide. Daily Transaction. Est-ce que, alors peut-être beaucoup de... C'est pas ça que je voulais faire. Peut-être beaucoup de wash trading, etc. Je dis pas du tout le contraire. Mais on parle en millions, quoi. 4 millions, 2 millions de transactions. Ça bouge. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les développeurs, les fees. Allez, oui, les fees, c'est très important également. Est-ce que c'est rentable, ce truc? Regardez, 16 000. Bon, déjà, c'est 3 fois plus rentable, entre guillemets. En tout cas, ça génère 3 fois plus de fees que Ada Cardano. Donc, c'est quand même pas mal de l'observer. Revenus, ok, c'est à peu près la même chose. Et je vais aller regarder au niveau des développeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est clairement les développeurs. Donc, fees, vous avez compris, c'était la viabilité du projet. Les utilisateurs et l'accroissement et la croissance au niveau des adresses, c'était l'adoption. Et ici, au niveau des développeurs, c'est l'évolution. C'est pas mal quand même, il y a plus d'un millier. Ouais. Ici, voilà, un millier, à peu près un millier de développeurs. 2000. Bon, ça bouge un peu. Ouais. Ici, Echo, on va regarder. Active développeur. Ça m'intéresse plus. On va regarder. Ouais, 200. Allez, dans le Weekly Core Active Developer, vous en avez 200. Vous en avez quasiment presque autant que Bitcoin. Sur un truc qui est infiniment moins capitalisé. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir s'il y a une croissance. Alors oui, il y a une forme de petit désintérêt depuis quelques semaines, depuis le mars-avril. Ici, vous l'avez vu, mars-avril à peu près 2024, c'est un petit peu en train de baisser. Mais bon, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait prévu initialement. Alors ça fait longtemps que le projet Sui est dans les tiroirs. Le testnet est là depuis très très longtemps. Ils ont levé ça, c'était en 2021-2022, me semble-t-il. Ancien de Facebook, rappelez-vous. Donc ils ont même récupéré une partie de la technologie qui avait été proposée sur Facebook ex-Meta, enfin ex-Meta aujourd'hui. Donc intéressant encore une fois. Allez, on se fait un petit tour du côté du Cosmos Hub, parce qu'on est en train de, je veux dire, de pleurer toutes les larmes de notre corps. J'ai pas envie de vous mentir, mais c'est très très difficile. Bon, daily transaction. Il y en a 27 000, 31 000, 33 000. Ok, 40 000. C'est combien Ada Cardano? Ada Cardano, c'est en termes de capi, c'est 10 milliards. On est à 10 milliards pour Ada Cardano. Et si on prend Atom Cosmo, il est où Cosmo? Il est en train de mourir, Cosmo, c'est pas possible. C'est un 7, non? Je sais plus.
Il est où mon Cosmo? Il est là, Cosmo. 1,4. Donc il est 5 fois moins, en réalité, enfin 7 fois moins capitalisé que Cosmo. Donc on peut regarder, enfin, ADA, 7 fois plus capitalisé que Cosmo. On va les mettre côte à côte et on va regarder si oui ou non il y a des synergies. Bon, par rapport au daily adresse, ok, est-ce que ça bouge? Ici j'étais à combien? Voilà, daily adresse, j'étais à peu près à 27 000, 30 000, 40 000. Ici, voilà, 15 000, 16 000, 22 000. Ah, ça se tient. Au niveau des fees, on va les regarder. Rappelez-vous, hein, le prix c'est ce qu'on paye, la valeur c'est ce qu'on obtient. Actuellement sur des fees, on a 1000 $ de fees par jour. C'est quoi ce truc pourri, quoi? Voilà ce que rapporte le Cosmosub. Franchement, c'est pas très sexy. Alors oui, il y a une forte inflation. Hein. On parle de 10%, même si elle avait été divisée par 2 il y a encore quelques mois en arrière, vis-à-vis de la, du vote, là, 848, me semble-t-il. Je dis peut-être une bêtise, mais vous rappelez. Bon, 1000 balles par jour, quoi. Cardano, ça fait quoi? Cardano, en termes de fees, elles sont mes fees. Ah, ça fait un peu plus, quand même. Ah, ça fait 5000. Ça fait 5 fois plus. Oh, vous voyez qu'on tient dans un monnaie 3000 balles. 5 fois plus, quand même, c'est pas délirant. Et on va du côté des développeurs. Ça, c'est important. Parce que développeur égale évolution. C'est eux, en fait, si on regarde dans le fondamental, pour savoir si oui ou non, on va cabrer. C'est très, très important. Donc moi, je vais regarder active développeur ici, et je me mets en annuel. J'en ai 200 à peu près, voilà, 155, 200. Ici, j'en ai 600 développeurs actifs commis de l'écosystème. Ah ouais, mais de l'écosystème, j'en ai à peu près 500. Écosystème Summit, j'en ai 4. Donc, c'est plutôt des contributeurs ici. Et ici, ok, même chose, contributeurs. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est clairement les développeurs. Ok, les contributeurs, il y en a 3500. Et ici, 500. À Cardano, on fait la même chose. Ici, au niveau des développeurs, bien que son fondateur est très, très présent médiatiquement, donc enfin, il défend son beefsteak, on va pas lui en vouloir, hein, même si son truc va peut-être mourir. Hein. C'est peut-être la même chose pour Atom, soit dit en passant. Hein. On va regarder. Allez, on est quand même en croissance au niveau des actifs, au niveau des développeurs. Hein. Ici, 2023, donc 2020. Atom, hein, ça fait longtemps que ça existe, hein, 2018, 2015, etc. Hein, ça développe. Hein. Donc ici, 200, à peu près le même combat, vous voyez, en termes de développeurs, c'est assez similaire. Pareil au niveau des développeurs actifs, 500. Ici, je suis à rien du tout là, je suis à 80-85. Donc il y a quand même plus de développeurs actuellement sur Atom. Enfin, c'est quelque chose, voilà, c'est limpide, hein. C'est sous les yeux en fait. Hein. Et 2000 ici au niveau des contributeurs, 2400. Et ici, je suis un peu moins, hein, 600 et 3000. Je ne sais pas ce que ça veut dire, core, écosystème commit, ok, et weekly commit. Regardez, non, mais weekly commit, repertory for the given ecosystem, ok. D'accord. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, est-ce que ça vaut bien son prix? Est-ce que, si on compare, après vous avez vu Multibrick, mais je vous laisserai le regarder, sinon ça va passer des heures, mais vous pouvez vous amuser à faire ça. C'est extrêmement simple. Je vous donne d'ailleurs comment on fait. Vous voulez EGLD par exemple, vous faites ça, vous allez sur EGLD, vous allez sur Fundamentals, ici, et vous passez tout en annuel. Voilà. Et vous allez regarder si oui ou non il y a des développeurs qui bossent sur votre blockchain. Et s'il n'y a personne qui bosse sur le blockchain, qu'est-ce que vous allez acheter des proxys ou des jetons de l'écosystème de cette propre blockchain? Ça sert strictement à rien. Parce qu'elle sera très probablement pas utilisée, et donc très probablement pas adoptée, et donc très probablement pas vu de flux financier venir à travers cette blockchain. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Bon, j'ai hâte d'avoir le nouveau président ou nouvelle présidente américaine ou américain. Partez du principe que si c'est Harris, c'est bien. Si c'est Trump, je parle ici pour les marchés financiers principalement, c'est 2 fois mieux. Ciao.